25%. 25%, c'est le pourcentage d'enfants qui sortent du CM2 chaque année avec des acquis fragiles et insuffisants en lecture, mathématiques, écriture. À ces 25% d'enfants s'ajoutent 15% d'enfants qui sortiront chaque année du CM2 en n'ayant pas les acquis de base en lecture, écriture et mathématiques. Ce qui nous fait un total de 40%. Chaque année, 40% d'enfants, soit environ 300 000 élèves, sortent du CM2 avec de graves lacunes. Et ce rapport précise que ces lacunes les empêcheront de poursuivre une scolarité normale au collège. 40%. Et pourtant, nous avons à portée de main des informations solides que nous donnent les sciences cognitives pour comprendre la façon dont apprend l'être humain. La première chose que disent les sciences cognitives, c'est que pour apprendre, il faut être attentif. En plus d'être attentif, pour apprendre, il faut être engagé activement. La troisième chose, c'est lorsque nous sommes attentifs, engagés, il faut également recevoir un retour d'information immédiat sur l'action que nous sommes en train d'effectuer. Parce que ce signal d'erreur va permettre au cerveau d'ajuster les hypothèses qu'il est en train d'émettre sur l'action qu'il effectue. Et c'est le décalage entre la prédiction du cerveau et l'observation qui va créer la surprise et qui va créer l'apprentissage. Le dernier point, c'est la consolidation. Lorsque nous sommes attentifs, engagés, que nous recevons un retour d'information immédiat, nous avons besoin ensuite de répéter pour consolider. Et cette répétition va permettre au savoir de s'automatiser, de ne plus prendre autant de ressources et d'efforts conscients. Alors il y a une chose qui ne fait plus débat aujourd'hui, c'est que nous savons, tout le monde le dit, toutes les études le disent, les inégalités sont déterminantes et arrivent entre 0 et 6 ans. La place de l'école maternelle est donc centrale dans la prévention de l'échec scolaire. Et pourtant, en France, l'école maternelle sollicite très très peu ces 4 paramètres de l'apprentissage. Alors, si l'on regarde tout simplement une matinée en maternelle, on le voit tout de suite. Sur 3 heures de classe, il n'y a que 30 minutes en moyenne, 45 minutes en grande section, de moments dédiés à ce qui va être un apprentissage direct, guidé par l'enseignant. L'activité n'est pas choisie par l'enfant, elle est imposée par l'enseignant, aussi riche soit-elle. Elle est imposée par l'enseignant. Ce n'est pas une décision, il n'y a pas de motivation endogène, personnelle de la part de l'enfant. Donc, il n'y aura que très peu d'attention et donc très peu d'engagement. Et le signal d'erreur que pourrait recevoir l'enfant va être très pauvre, très insuffisant, parce que l'enseignant ne peut pas donner, lui seul, avec 30 enfants, un signal d'information immédiat sur toutes les hypothèses de tous ces petits cerveaux qui vont être en train de travailler. Et la dernière chose, c'est la consolidation. Un enfant à qui l'on a imposé une tâche n'aura qu'une seule envie, surtout à 3 ans, c'est de s'en libérer pour pouvoir aller dans les coins jeux, coins camions, construction, bibliothèque. Voilà. Donc il n'y aura pas de répétition, donc pas de consolidation. Depuis 5 ans, je ne pense qu'à une seule chose. Et si l'école se réorganisait de l'intérieur selon ces 4 principes? Juste ça, rien que ça, ce serait déjà en soi une révolution. Mon intuition profonde, c'était que si non seulement nous respections ces mécanismes de base, non seulement les enfants s'épanouiraient au niveau scolaire, mais ce que nous appelons les compétences non cognitives, la confiance en soi, l'estime de soi, la capacité d'entraide, de coopération, tout ça se développerait, fleurirait, sans avoir cherché à le provoquer. Alors j'ai voulu voir ça. En 2011, le ministère de l'Éducation nationale m'a laissé la possibilité de le faire. Et en 2011, nous avons pu ouvrir cette classe.
Alors je vous propose de regarder ce qu'il se passe quand on réorganise une classe maternelle en fonction des mécanismes d'apprentissage. Brésil. Divisé par 3 égale 3299 et il ne reste 1. Un camion, un bateau, un hélicoptère, un hélicoptère, L'histoire que nous allons vous lire s'intitule Tous les bisous. Moi, je suis fort, très fort. J'ai dit à maman, Séraphine et Julie. C'est sa belle-mère qui la surnomma Cendrillon. C'est pas fini tout. Pourquoi? Je voudrais dormir, moi. C'est pas moi, papa. C'est lui. Comment ça, c'est lui? Vous êtes plusieurs? J'en ai assez. Bois ce sirop tout de suite. Alors, t'as vu? Il est terrible, mon papa. Je ne l'ai pas dit, mais je le précise maintenant, cette classe est en zone d'éducation prioritaire et plan violence à Gennevilliers. Quand nous avons testé ces enfants en début d'année, en 2011, en septembre, nous les avons testés sur plusieurs dimensions et ils étaient évidemment sur beaucoup de dimensions très en dessous du niveau moyen. Quand nous les avons testés un an plus tard, donc en juin de l'année scolaire, ils avaient non seulement rattrapé la norme pour la grande majorité, mais ils l'avaient dépassée. Et pas de quelques mois, certains de plusieurs années. 100% des enfants de grande section sont entrés dans la lecture avec plaisir, enthousiasme, joie, facilité. 90% des enfants de moyenne section également, dans les mêmes circonstances. Et la chose la plus impressionnante que nous avons tous remarquée quand nous sommes rentrés dans la classe, c'est l'épanouissement des enfants. Ils sont devenus rayonnants, lumineux. Ils sont épanouis. Alors, comment? Quels sont les grands principes? La première chose, c'est que les enfants sont autonomes. Ils choisissent librement leur travail. Donc, ils sont motivés. Ils veulent ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, l'enseignant peut être avec d'autres enfants.
les plus en difficulté et répondre à leurs besoins spécifiques. Ensuite, chaque activité qui est proposée dans la classe réunit les algorithmes que nous avons cités auparavant. L'enfant est attiré par un matériel qui est attrayant, qui retient son attention. Ensuite, l'activité même de ce matériel est passionnante. Pour un enfant de 3 ans, boutonner et défaire des boutons, c'est passionnant. Donc les enfants sont attentifs, sont engagés, vous le voyez, extrêmement engagés, et reçoivent un retour d'information immédiat. Le matériel dénonce l'erreur. Ce n'est plus l'enseignant qui a besoin de le faire. Là, si l'enfant ne boutonne pas correctement son bouton, il va le voir. Le matériel lui montre. Et ensuite, parce que le matériel propose des conditions d'exactitude et de contrôle, cela fixe une difficulté intéressante pour l'enfant qui répète l'activité, qui essaie de se perfectionner. Et donc il développe une attention encore plus profonde qui va se généraliser aux autres domaines d'apprentissage. Donc c'est un cercle vertueux. Et surtout, la conséquence directe de cette sollicitation optimale des mécanismes cérébraux, c'est que les enfants sont calmes, apaisés, ils sont heureux. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils soient si heureux de travailler. Un autre principe important sur lequel nous avons fondé cette classe, c'est que la recherche le dit, les enfants apprennent en touchant. Nous ne pouvons pas intégrer des choses que nous n'avons pas avant touchées, intégrer sensoriellement pour les intégrer intellectuellement. Donc tout le matériel proposé aux enfants est sensoriel. Et nous savons, la recherche le dit aussi, évidemment, que la place des interactions sociales est prépondérante dans l'apprentissage. C'est par l'interaction sociale que nous apprenons, parce qu'on interagit. Donc, nous avons mélangé les 3 niveaux d'âge dans la classe. Il y a petit, moyen, grand. Et ce qui se met en place, ce n'est plus un enseignement vertical où l'enseignant fait la leçon aux enfants. C'est que là, c'est un mode d'apprentissage d'enseignement horizontal. Le savoir se partage entre les enfants. Des petits, des plus grands aux plus petits, mais pas forcément. Un enfant qui peut avoir besoin va demander à même un plus petit, ça arrive. Et donc la conséquence directe de ceci, c'est qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison dans la classe. Ça aussi, ça m'a beaucoup étonnée. Il y a une émulation constante, où les différences de chacun participent à la vie de la classe et l'enrichissent. Donc là, vous voyez une petite fille qui apprenait à un enfant des mots pour lui apprendre le français. Théophile ne parle pas français. Et vous voyez cette bienveillance qu'il y a dans son regard. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'après 2 ans dans cette classe, après tout ce que j'y ai observé, après tout ce que nous y avons observé, je ne suis pas la seule, je ne suis plus la seule à l'avoir vu, il ne me semble plus possible de débattre de refondation de l'école sans d'abord avoir posé les bases du débat. À savoir, reconstruire sur des bases d'un environnement inadapté, ou alors si nous voulons reconstruire sur un système, un environnement qui crée des conditions d'épanouissement pour l'enfant et où l'adulte peut répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant de façon individuelle. Dans le premier cas de figure, l'école est elle-même la cause des difficultés qu'elle essaie de corriger par des réformes. Dans le deuxième cas de figure, nous parlons d'une école basée sur les lois de développement humain, où l'enfant trouve un environnement qui lui permet d'être chargé d'enthousiasme, de joie, et où un chemin lumineux s'ouvre à lui. Je pense que sur ce deuxième chemin, nous devons ouvrir le débat et penser une école pour nos enfants. Merci.